Imaginez une Coupe du Monde censée rassembler la planète entière, et qui, avant même le premier coup d'envoi, divise déjà comme rarement dans l'histoire du sport. Imaginez des stades flambant neufs, des millions de billets vendus, une organisation gigantesque. Et au-dessus de tout ça, une tempête politique mondiale qui menace de transformer la plus grande fête du football en champ de bataille diplomatique. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec la Coupe du Monde 2026, organisée en grande partie aux États-Unis. Et au cœur de cette crise, un mot que personne n'aurait imaginé associer un jour au football, le Groenland. Sur le papier, la Coupe du Monde 2026 devait être historique pour de bonnes raisons. D'abord par son format inédit, 48 équipes, 104 matchs, un événement étalé sur 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Un mondial XXL, pensé pour battre tous les records d'audience et de revenus. Mais très vite, ce rêve d'universalité se heurtait à une réalité beaucoup plus brutale, la géopolitique. Depuis plusieurs mois, les États-Unis sont au centre de multiples controverses internationales. Et l'une d'elles, en particulier, a ravivé des tensions que beaucoup pensaient enterrer, la question du Groenland. Ce territoire autonome rattaché au Danemark est redevenu un sujet brûlant après que Donald Trump a de nouveau évoqué publiquement son importance stratégique pour les intérêts américains, laissant planer, au minimum, l'idée d'une pression politique majeure, au pire, celle d'une remise en cause de la souveraineté danoise. En Europe, ces déclarations ont été perçues comme une provocation directe. Et dans ce contexte déjà explosif, voir la Coupe du Monde 2026 se dérouler en majorité sur le sol américain a soudain pris une toute autre dimension. Mais le Groenland n'est qu'une pièce du puzzle. Car en parallèle, les États-Unis sont aussi critiqués pour plusieurs interventions militaires récentes, notamment en Amérique latine et en Afrique, au Venezuela et au Nigeria. Des actions dénoncées par différentes chancelleries occidentales comme des atteintes claires à la souveraineté de ces États. Pour de nombreux responsables politiques européens, le message est simple. Comment peut-on célébrer la plus grande compétition sportive mondiale dans un pays accusé de piétiner le droit international? Et la question n'est pas seulement symbolique. Sur les 104 matchs prévus lors de ce mondial 2026, 78 doivent se jouer aux États-Unis. Autrement dit, le pays est le cœur logistique, médiatique et économique de la compétition. Si un problème majeur surgit autour de l'eau principale, c'est tout l'édifice qui tremble. À ce malaise diplomatique s'ajoute un autre sujet encore plus concret et encore plus explosif, la politique migratoire américaine. L'administration Trump a annoncé la suspension du traitement des visas d'immigration pour les ressortissants de 75 pays. À cela s'ajoutent des interdictions de voyage visant près de 40 États, parmi lesquels des pays comme l'Afghanistan, l'Iran, la Somalie ou encore la Russie. En clair, des dizaines de milliers de supporters potentiels pourraient, en théorie, être empêchés de se rendre sur place. Face à cette situation, la FIFA a tenté de réagir avec un dispositif présenté comme une solution, le FIFA Pass. L'idée est simple sur le papier. Il s'agit d'un système de créneaux d'entretien prioritaire pour les détenteurs de billets souhaitant se rendre aux États-Unis. Cette initiative a été présentée lors d'un événement à la Maison-Blanche en présence de Donald Trump, de Marco Rubio et de Gianni Infantino. Le président de la FIFA a alors assuré que l'Amérique accueille le monde, tandis que Marco Rubio expliquait que ces créneaux permettraient aux supporters de montrer qu'ils satisfont aux critères. Mais derrière cette communication rassurante, beaucoup y voient autre chose, l'officialisation d'une Coupe du Monde à plusieurs vitesses. Une Coupe du Monde où certains supporters passeraient sans problème et d'autres seraient bloqués pour des raisons politiques ou administratives. Et le problème ne concerne pas seulement les fans. Des assistants, des membres de fédérations, voire même des arbitres issus de pays jugés, à risque, pourraient, en théorie, être exclus de fait de la compétition. C'est là que la colère commence vraiment à monter en Europe. En Allemagne, le vice-président de la fédération, Åke Gottlieb, a jeté un pavé dans la mare en déclarant que le moment est venu d'envisager et de discuter sérieusement la question d'une participation. Il va même plus loin en comparant la situation actuelle aux grands boycotts olympiques des années 1980, estimant que la menace potentielle est plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Et il pose une question qui résume parfaitement le malaise ambiant. Y a-t-il un tabou franchi lorsqu'on nous menace? Lorsqu'on nous agresse? Lorsqu'il y a des morts? Ou Donald Trump trace-t-il la ligne? Dans la même veine, le député conservateur allemand Roderich Kiesewetter a déclaré avoir du mal à imaginer que des pays européens participent à la Coupe du Monde en cas d'escalade avec l'Union européenne. Autrement dit, pour certains responsables politiques, l'hypothèse d'un boycott n'est plus un fantasme, mais un scénario crédible. Au Royaume-Uni, la pression monte aussi.
23 députés issus de plusieurs partis ont signé une motion appelant à l'exclusion temporaire des États-Unis des grandes compétitions sportives tant qu'ils ne démontreront pas respect clair du droit international et de la souveraineté des autres nations. Et dans ce texte, les interventions au Venezuela et au Nigeria sont citées noir sur blanc. En Écosse, le débat a pris une tournure très médiatique. L'ancienne députée du SNP, Anna Kennedy Bardell, a évoqué sur un plateau télé la possibilité d'un boycott pur et simple de la Coupe du Monde 2026 en réaction aux menaces concernant le Groenland. Elle a résumé la situation avec une phrase lourde de sens. Il est facile de prendre à la légère la folie et l'inconscience de Donald Trump, mais en réalité, cela a de vraies implications pratiques. Elle évoque à la fois les conséquences pour le Danemark et les Groenlandais, mais aussi l'impact économique d'une possible guerre tarifaire sur des populations européennes déjà fragilisées par le Brexit et la crise du coût de la vie. En France, le ton est également monté d'un cran. Le député Éric Coquerel a appelé la FIFA à ne pas organiser de match sur le sol américain, plaidant pour un recentrage du tournoi sur le Mexique et le Canada. Selon lui, aucun match ne devrait se tenir aux États-Unis, qu'il accuse d'agresser ses voisins, de menacer d'envahir le Groenland et d'interdire l'accès à l'épreuve aux supporters d'une quinzaine de pays. Même Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, s'est permis de lancer un avertissement aux fans du monde entier, preuve que le malaise dépasse largement le cercle des opposants politiques traditionnels. Mais en face, tout le monde ne veut pas entendre parler de boycott. En France, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a réaffirmé une ligne très claire: ne pas mélanger la politique et le sport. Pour lui, le sport doit rester un lieu de rassemblement entre les peuples. Il assure qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune volonté de la part de la FFF de boycotter la Coupe du Monde aux États-Unis. La ministre des Sports, Marina Ferrari, tient un discours similaire. Elle explique qu'au stade actuel, il n'y a pas de volonté de boycott, tout en prenant soin de préciser qu'elle ne peut pas préjuger de ce qui se passerait si la situation internationale venait à se dégrader fortement. Les Pays-Bas et plusieurs autres pays européens adoptent aussi une posture prudente, privilégiant le dialogue à la rupture. L'idée dominante est simple: une Coupe du Monde reste un événement sportif mondial et la priver de certaines grandes nations serait un échec collectif. Mais en toile de fond, un autre élément complique encore un peu plus la situation: la proximité affichée entre Gianni Infantino et Donald Trump. Cette relation, symbolisée notamment par la remise d'un prix de la paix au président américain, rend l'idée d'un revirement de la FIFA extrêmement improbable, surtout à quelques mois seulement du coup d'envoi. Pour beaucoup d'observateurs, la FIFA a déjà choisi son camp, celui de la stabilité organisationnelle et financière, même si cela signifie fermer les yeux sur une partie des controverses. Et c'est là que se situe le cœur du problème. Cette Coupe du Monde 2026 est en train de devenir bien plus qu'un simple tournoi de football. Elle est le symbole d'un monde de plus en plus fragmenté, où le sport n'arrive plus vraiment à se tenir à l'écart des grands conflits politiques. D'un côté, il y a ceux qui estiment qu'un boycott serait un geste fort, un message clair envoyé contre ce qu'ils considèrent comme des dérives graves du pays hôte. De l'autre, il y a ceux qui pensent qu'utiliser le sport comme une arme politique est une pente dangereuse, et que ce sont avant tout les joueurs et les supporters qui en paieraient le prix. Et au milieu de tout ça, il y a une question très concrète. Que se passera-t-il si, dans les mois qui viennent, la situation s'aggrave encore, si les tensions autour du Groenland augmentent, si de nouvelles sanctions, de nouvelles interventions militaires ou de nouvelles restrictions migratoires sont annoncées? La FIFA pourra-t-elle vraiment faire comme si de rien n'était? Parce qu'au final, une Coupe du Monde, ce n'est pas seulement des matchs et des buts. C'est une promesse, celle de voir le monde entier se retrouver, au moins pendant quelques semaines, autour d'une même passion. Or aujourd'hui, cette promesse semble sérieusement menacée. La Coupe du Monde 2026 est prise en étau entre diplomatie, valeurs sportives et rapports de force géopolitique. Et pour la première fois depuis longtemps, on peut se demander si le football est encore assez puissant pour rassembler quand la politique, elle, divise autant. Alors la vraie question est peut-être celle-ci. Faut-il coûte que coûte maintenir cette Coupe du Monde aux États-Unis au nom de la séparation entre sport et politique? Ou faut-il au contraire accepter que, parfois, le sport ne peut pas rester neutre face à certaines situations? Est-ce qu'un boycott serait un acte de courage ou une erreur historique? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que cette Coupe du Monde 2026 peut encore être une fête du football ou est-elle déjà devenue un symbole d'un monde en crise?